Honoré de Balzac, Le Père Goriot, partie 5 du livre audio. 2 jours après, Poiret et mademoiselle Michonneau se trouvaient assis sur un banc, au soleil, dans une allée solitaire du jardin des plantes, et causaient avec le monsieur qui paraissait à bon droit suspect à l'étudiant en médecine. « Mademoiselle, disait monsieur Gondureau, je ne vois pas d'où naissent vos scrupules. Son Excellence, monseigneur le ministre de la police générale du royaume... » « Ah, son Excellence, monseigneur le ministre de la police générale du royaume, » répéta Poiret. « Oui, son Excellence s'occupe de cette affaire, » dit Gondureau. À qui ne paraîtra-t-il pas invraisemblable que Poiret, ancien employé, sans doute homme de vertu bourgeoise, quoique dénué d'idées, continua d'écouter le prétendu rentier de la rue de Buffon au moment où il prononçait le mot de police, en laissant ainsi voir la physionomie d'un agent de la rue de Jérusalem à travers son masque d'honnête homme. Cependant, rien n'était plus naturel. Chacun comprendra mieux l'espèce particulière à laquelle appartenait Poiret dans la grande famille des Niais, après une remarque déjà faite par certains observateurs, mais qui jusqu'à présent n'a pas été publiée. Il est une nation plumigère, serrée au budget entre le premier degré de latitude qui comporte les traitements de 1200 francs, espèce de Groenland administratif, et le troisième degré où commencent les traitements un peu plus chauds de 3 à 6 000, région tempérée où s'acclimate la gratification, où elle fleurit malgré les difficultés de la culture. Un des traits caractéristiques qui trahit le mieux l'infirme étroitesse de cette gente subalterne est une sorte de respect involontaire, machinal, instinctif, pour ce grand lama de tout ministère, connu de l'employé par une signature illisible et sous le nom de « Son Excellence, Monseigneur le Ministre », 5 mots qui équivalent à l'île Bondo Kani du calife de Bagdad, et qui, aux yeux de ce peuple aplati, représente un pouvoir sacré, sans appel. Comme le pape pour les chrétiens, Monseigneur est administrativement infaillible aux yeux de l'employé. L'éclat qu'il jette se communique à ses actes, à ses paroles, à celles dites en son nom. Il couvre tout de sa broderie et légalise les actions qu'il ordonne. Son nom d'excellence, qui atteste la pureté de ses intentions et la sainteté de ses vouloirs, sert de passeport aux idées les moins admissibles. Ce que ces pauvres gens ne feraient pas dans leur intérêt, ils s'empressent de l'accomplir dès que le mot « Son Excellence » est prononcé. Les bureaux ont leur obéissance passive, comme l'armée a la sienne. Système qui étouffe la conscience, annihile un homme et finit, avec le temps, par l'adapter comme une vis ou un écrou à la machine gouvernementale. Aussi M. Gondureau, qui paraissait se connaître en homme, distingua-t-il promptement en Poiret un de ces niais bureaucratiques et fit-il sortir le Deus ex machina, le mot talismatique de son excellence, au moment où il fallait, en démasquant ses batteries, éblouir le Poiret qui lui semblait le mâle de la Michonneau comme la Michonneau lui semblait la femelle du Poiret. Du moment où son Excellence elle-même, son Excellence Monseigneur le... Ah, c'est très différent, dit Poiret. Vous entendez, monsieur, dans le jugement duquel vous paraissez avoir confiance, reprit le faux rentier en s'adressant à mademoiselle Michonneau. Eh bien, son Excellence a maintenant la certitude la plus complète que le prétendu Vautrin, logé dans la maison Vauquer, est un forçat évadé du bagne de Toulon, où il est connu sous le nom de Trompe-la-Mort. « Ah, Trompe-la-Mort » dit Poiret. « Il est bien heureux s'il a mérité ce nom-là. »« Mais oui, » reprit l'agent, « ce sobriquet est dû au bonheur qu'il a eu de ne jamais perdre la vie dans les entreprises extrêmement audacieuses qu'il a exécutées. Cet homme est dangereux, voyez-vous. Il a des qualités qui le rendent extraordinaire. Sa condamnation est même une chose qui lui a fait dans sa partie un honneur infini. »« C'est donc un homme d'honneur » demanda Poiret. « À sa manière, il a consenti à prendre sur son compte le crime d'un autre, un faux commis par un très beau jeune homme qu'il aimait beaucoup, un jeune Italien assez joueur, entré depuis au service militaire,
et où il s'est d'ailleurs parfaitement comporté. Mais si son Excellence le ministre de la Police est sûr que M. Vautrin soit Trompe-la-Mort, pourquoi donc aurait-il besoin de moi dit mademoiselle Michonneau. Ah oui, dit Poiret. Si en effet le ministre, comme vous nous avez fait l'honneur de nous le dire, a une certitude quelconque. Certitude n'est pas le mot. Seulement, on se doute. Vous allez comprendre la question. Jacques Collin, surnommé Trompe-la-Mort, a toute la confiance des trois bagnes, qui l'ont choisi pour être leur agent et leur banquier. Il gagne beaucoup à s'occuper de ce genre d'affaires, qui, nécessairement, veut un homme de marque. Ah, comprenez-vous le calembour, mademoiselle dit Poiret. Monsieur l'appelle un homme de marque, parce qu'il a été marqué. Le faux Vautrin, dit l'agent en continuant, reçoit les capitaux de messieurs les forçats, les place, les leur conserve et les tient à la disposition de ceux qui s'évadent ou de leur famille, quand ils en disposent par testament, ou de leur maîtresse, quand ils tirent sur lui pour elle. De leur maîtresse? Vous voulez dire de leur femme? Fit observer Poiret. Non, monsieur, le forçat n'a généralement que des épouses illégitimes, que nous nommons des concubines. Ils vivent donc tous en état de concubinage? Conséquemment. Eh bien, dit Poiret, voilà des horreurs que monseigneur ne devrait pas tolérer. Puisque vous avez l'honneur de voir son Excellence, c'est à vous, qui me paraissez avoir des idées philanthropiques, à l'éclairer sur la conduite immorale de ces gens, qui donnent un très mauvais exemple au reste de la société. Mais, monsieur, le gouvernement ne les met pas là pour offrir le modèle de toutes les vertus. C'est juste. Cependant, monsieur, permettez. Mais laissez donc dire monsieur, mon cher mignon, dit mademoiselle Michonneau. Vous comprenez, mademoiselle, reprit Gondureau. Le gouvernement peut avoir un grand intérêt à mettre la main sur une caisse illicite, que l'on dit monter à un total assez majeur. Trompe-la-Mort encaisse des valeurs considérables, en recelant non seulement les sommes possédées par quelques-uns de ses camarades, mais encore celles qui proviennent de la société des 10 000. 10 000 voleurs s'écria Poiret, effrayé. Non, la société des 10 000 est une association de hauts voleurs, de gens qui travaillent en grand et ne se mêlent pas d'une affaire où il n'y a pas 10 000 francs à gagner. Cette société se compose de tout ce qu'il y a de plus distingué parmi ceux de nos hommes qui vont droit en cour d'assises. Ils connaissent le code et ne risquent jamais de se faire appliquer la peine de mort quand ils sont pincés. Collin est leur homme de confiance, leur conseil. À l'aide de ses immenses ressources, cet homme a su se créer une police à lui, des relations fort étendues qui l'enveloppent d'un mystère impénétrable. Quoique depuis 1 an nous l'ayons entouré d'espions, nous n'avons pas encore pu voir dans son jeu. Sa caisse et ses talents servent donc constamment à solder le vice, à faire les fonds au crime, et entretiennent sur pied une armée de mauvais sujets qui sont dans un perpétuel état de guerre avec la société. Saisir Trompe-la-Mort et s'emparer de sa banque, ce sera couper le mal dans sa racine. Aussi, cette expédition est-elle devenue une affaire d'État et de haute politique, susceptible d'honorer ceux qui coopéreront à sa réussite. Vous-même, monsieur, pourriez être de nouveau employé dans l'administration, devenir secrétaire d'un commissaire de police, fonction qui ne vous empêcherait point de toucher votre pension de retraite. Mais pourquoi, dit mademoiselle Michonneau, Trompe-la-Mort ne s'en va-t-il pas avec la caisse? Oh, fit l'agent, partout où il irait, il serait suivi d'un homme chargé de le tuer s'il volait le bagne. Puis une caisse ne s'enlève pas aussi facilement qu'on enlève une demoiselle de bonne maison. D'ailleurs, Collin est un gaillard incapable de faire un trait semblable. Il se croirait déshonoré. Monsieur, dit Poiret, vous avez raison, il serait tout à fait déshonoré. Tout cela ne nous dit pas pourquoi vous ne venez pas tout bonnement vous emparer de lui, demanda mademoiselle Michonneau. Eh bien, mademoiselle, je réponds. Mais, lui dit-il à l'oreille, empêchez votre monsieur de m'interrompre, ou nous n'en aurons jamais fini. Il doit avoir beaucoup de fortune pour se faire écouter, ce vieux-là. Trompe-la-Mort, en venant ici, a chaussé la peau d'un honnête homme. Il s'est fait bon bourgeois de Paris. Il s'est logé dans une pension sans apparence. Il est fin, allez. On ne le prendra jamais sans verre. Donc, M. Vautrin est un homme considéré, qui fait des affaires considérables. Naturellement, se dit Poiret à lui-même.
Le ministre, si l'on se trompait en arrêtant un vrai vautrin, ne veut pas se mettre à dos le commerce de Paris, ni l'opinion publique. Monsieur le préfet de police branle dans le manche, il a des ennemis. S'il y avait erreur, ceux qui veulent sa place profiteraient des clabaudages et des criailleries libérales pour le faire sauter. Il s'agit ici de procéder comme dans l'affaire de Cognard, le faux comte de Sainte-Hélène. Si ça avait été un vrai comte de Sainte-Hélène, nous n'étions pas propres. Aussi faut-il vérifier. « Oui, mais vous avez besoin d'une jolie femme, » dit vivement mademoiselle Michonneau. « Trompe-la-Mort ne se laisserait pas aborder par une femme, » dit l'agent. « Apprenez un secret. Il n'aime pas les femmes. » Mais je ne vois pas alors à quoi je suis bonne pour une semblable vérification, une supposition que je consentirais à la faire pour 2000 francs. Rien de plus facile, dit l'inconnu. Je vous remettrai un flacon contenant une dose de liqueur préparée pour donner un coup de sang qui n'a pas le moindre danger et simule une apoplexie. Cette drogue peut se mêler également au vin et au café. Sur le champ, vous transportez votre homme sur un lit et vous le déshabillez afin de savoir s'il ne meurt pas. Au moment où vous serez seul, vous lui donnerez une claque sur l'épaule. Paf! Et vous verrez reparaître les lettres. « Mais c'est rien du tout, ça !» dit Poiret. « Eh bien, consentez-vous » dit Gondureau à la vieille fille. « Mais, mon cher monsieur, » dit mademoiselle Michonneau, « au cas où il n'y aurait point de lettres, aurais-je les 2000 francs ?»« Non. »« Quelle sera donc l'indemnité ?»« 500 francs. » Faire une chose pareille pour si peu, le mal est le même dans la conscience, et j'ai ma conscience à calmer, monsieur. Je vous affirme, dit Poiret, que mademoiselle a beaucoup de conscience, outre que c'est une très aimable personne, et bien entendu. Eh bien, reprit mademoiselle Michonneau, donnez-moi 3000 francs, si c'est Trompe-la-Mort, et rien si c'est un bourgeois. Ça va, dit Gondureau, mais à condition que l'affaire sera faite demain. Pas encore, mon cher monsieur. J'ai besoin de consulter mon confesseur. Finaude, dit l'agent en se levant. À demain, alors. Et si vous étiez pressé de me parler, venez petite rue Sainte-Anne, au bout de la cour de la Sainte-Chapelle. Il n'y a qu'une porte sous la voûte. Demandez monsieur Gondureau. Bianchon, qui revenait du cours de Cuvier, eut l'oreille frappée du mot assez original de Trompe-la-Mort et entendit le « ça va » du célèbre chef de la police de sûreté. Pourquoi n'en finissez-vous pas ? Ce serait 300 francs de rente viagère, dit Poiret à mademoiselle Michonneau. Pourquoi ? dit-elle. Mais il faut y réfléchir. Si monsieur Vautrin était ce Trompe-la-Mort, peut-être y aurait-il plus d'avantages à s'arranger avec lui. Cependant, lui demander de l'argent, ce serait le prévenir, et il serait homme à décamper gratis. Ce serait un pouf abominable. Quand il serait prévenu, reprit Poiret, ce monsieur ne nous a-t-il pas dit qu'il était surveillé ? Mais vous perdriez tout. D'ailleurs, pensa mademoiselle Michonneau, je ne l'aime point, cet homme. Il ne sait me dire que des choses désagréables. Mais, reprit Poiret, vous feriez mieux. Ainsi que l'a dit ce monsieur, qui me paraît fort bien, outre qu'il est très proprement couvert, c'est un acte d'obéissance aux lois que de débarrasser la société d'un criminel, quelque vertueux qu'il puisse être. Qui a bu, boira. S'il lui prenait fantaisie de nous assassiner tous. Mais, que diable, nous serions coupables de ces assassinats, sans compter que nous en serions les premières victimes. La préoccupation de mademoiselle Michonneau ne lui permettait pas d'écouter les phrases tombant une à une de la bouche de Poiret, comme les gouttes d'eau qui suintent à travers le robinet d'une fontaine mal fermée. Quand, une fois, ce vieillard avait commencé la série de ses phrases, et que mademoiselle Michonneau ne l'arrêtait pas, il parlait toujours, à l'instar d'une mécanique montée. Après avoir entamé un premier sujet, il était conduit par ses parenthèses à en traiter de tout opposé, sans avoir rien conclu. En arrivant à la maison Vauquer, il s'était faufilé dans une suite de passages et de citations transitoires qui l'avaient amené à raconter sa déposition dans l'affaire du sieur Ragoulot et de la dame Morin, où il avait comparu en qualité de témoin à décharge. En entrant,
sa compagne ne manqua pas d'apercevoir Eugène de Rastignac, engagé avec mademoiselle Taillefer dans une intime causerie dont l'intérêt était si palpitant que le couple ne fit aucune attention au passage des deux vieux pensionnaires quand ils traversèrent la salle à manger. « Ça devait finir par là, » dit mademoiselle Michonneau à Poiret. « Il se faisait des yeux à s'arracher l'âme depuis 8 jours. »« Oui, » répondit-il. « Aussi fut-elle condamnée. »« Qui ?»« Madame Morin. »« Je vous parle de mademoiselle Victorine, » dit la Michonneau en entrant, sans y faire attention, dans la chambre de Poiret. « Et vous me répondez par madame Morin. Qu'est-ce que c'est que cette femme-là ?»« De quoi serait donc coupable mademoiselle Victorine ?» demanda Poiret. « Elle est coupable d'aimer monsieur Eugène de Rastignac. Et va de l'avant sans savoir où ça l'amènera. Pauvre innocente. » Eugène avait été, pendant la matinée, réduit au désespoir par madame de Nucingen. Dans son fort intérieur, il s'était abandonné complètement à Vautrin, sans vouloir sonder ni les motifs de l'amitié que lui portait cet homme extraordinaire, ni l'avenir d'une semblable union. Il fallait un miracle pour le tirer de l'abîme où il avait déjà mis le pied depuis 1 heure, en échangeant avec mademoiselle Taillefer les plus douces promesses. Victorine croyait entendre la voix d'un ange, les cieux s'ouvraient pour elle, la maison Vauquier se parait des teintes fantastiques que les décorateurs donnent au palais de théâtre. Elle aimait, elle était aimée, elle le croyait du moins, et quelle femme ne l'aurait cru comme elle en voyant Rastignac, en l'écoutant durant cette heure dérobée à tous les Argustes de la maison. En se débattant contre sa conscience, en sachant qu'il faisait mal et voulant faire mal, en se disant qu'il rachèterait ce péché véniel par le bonheur d'une femme, il s'était embelli de son désespoir et resplendissait de tous les feux de l'enfer qu'il avait au cœur. Heureusement pour lui, le miracle eut lieu. Vautrin entra joyeusement et lut dans l'âme des 2 jeunes gens qu'il avait mariés par les combinaisons de son infernal génie, mais dont il troubla soudain la joie en chantant de sa grosse voix railleuse. « Ma Fanchette est charmante dans sa simplicité. » Victorine se sauva en emportant autant de bonheur qu'elle avait eu jusqu'alors de malheur dans sa vie. Pauvre fille! Un serrement de main, sa joue effleurée par les cheveux de Rastignac, une parole dite si près de son oreille qu'elle avait senti la chaleur des lèvres de l'étudiant, la pression de sa taille par un bras tremblant, un baiser pris sur son cou, furent les accordailles de sa passion, que le voisinage de la grosse Sylvie, menaçant d'entrer dans cette radieuse salle à manger, rendit plus ardente, plus vive, plus engageante que les plus beaux témoignages de dévouement racontés dans les plus célèbres histoires d'amour. Ces menus suffrages, suivant une jolie expression de nos ancêtres, paraissaient être des crimes à une pieuse jeune fille confessée tous les 15 jours. En cette heure, elle avait prodigué plus de trésors d'âme que plus tard, riche et heureuse, elle n'en aurait donné en se livrant tout entière. « L'affaire est faite, » dit Vautrin à Eugène. « Nos 2 dandys se sont piochés. Tout s'est passé convenablement. Affaire d'opinion. Notre pigeon a insulté mon faucon. À demain, dans la redoute de Clignancourt. À 8h30, mademoiselle Taillefer héritera de l'amour et de la fortune de son père, pendant qu'elle sera là tranquillement à tremper ses mouillettes de pain beurré dans son café. N'est-ce pas drôle à se dire? Ce petit Taillefer est très fort à l'épée, il est confiant comme un brelan carré, mais il sera saigné par un coup que j'ai inventé, une manière de relever l'épée et de vous piquer le front. Je vous montrerai cette botte-là, car elle est furieusement utile. » Rastignac écoutait d'un air stupide et ne pouvait rien répondre. En ce moment, le père Goriot, Bianchon et quelques autres pensionnaires arrivèrent. « Voilà comme je vous voulais, » lui dit Vautrin. « Vous savez ce que vous faites. Bien, mon petit aiglon. Vous gouvernerez les hommes. Vous êtes fort, carré, poilu. Vous avez mon estime. » Il voulut lui prendre la main. Rastignac retira vivement la sienne et tomba sur une chaise en pâlissant. Il croyait voir une mare de sang devant lui. « Ah, nous avons encore quelques petites langes tachées de vertu, » dit Vautrin à voix basse. « Papa d'Oliban a 3 millions, je sais sa fortune. La dot vous rendra blanc comme une robe de mariée, et à vos propres yeux. » Rastignac n'hésita plus.
Il résolut d'aller prévenir pendant la soirée messieurs Taillefer, père et fils. En ce moment, Vautrin l'ayant quitté, le père Goriot lui dit à l'oreille « Vous êtes triste, mon enfant. Je vais vous égayer, moi. Venez. » Et le vieux vermicellier allumait son ras de cave à une des lampes. Eugène le suivit, tout ému de curiosité. « Entrons chez vous, » dit le bonhomme, qui avait demandé la clé de l'étudiant à Sylvie. « Vous avez cru ce matin qu'elle ne vous aimait pas, hein ?» reprit-il. « Elle vous a renvoyé de force, et vous vous en êtes allé, fâché, désespéré. Ni godinos. Elle m'attendait, comprenez-vous ? Nous devions aller achever d'arranger un bijou d'appartement dans lequel vous irez demeurer d'ici à 3 jours. Ne me vendez pas. Elle veut vous faire une surprise. Mais je ne tiens pas à vous cacher plus longtemps le secret. Vous serez rue d'Artois, à 2 pas de la rue Saint-Lazare. Vous y serez comme un prince. Nous vous avons eu des meubles comme pour une épousée. Nous avons fait bien des choses depuis 1 mois, en ne vous en disant rien. Mon avoué s'est mis en campagne. Ma fille aura ses 36 000 francs par an, l'intérêt de sa dot, et je vais faire exiger le placement de ces 800 000 francs en bons biens au soleil. » Eugène était muet et se promenait, les bras croisés, de long en long, dans sa pauvre chambre en désordre. Le père Goriot saisit un moment où l'étudiant lui tournait le dos et mit sur la cheminée une boîte en maroquin rouge, sur laquelle étaient imprimées en or les armes de Rastignac. « Mon cher enfant, disait le pauvre bonhomme, je me suis mis dans tout cela jusqu'au cou. Mais, voyez-vous, il y avait à moi bien de l'égoïsme. Je suis intéressé dans votre changement de quartier. Vous ne me refuserez pas, hein, si je vous demande quelque chose. Que voulez-vous ? Au-dessus de votre appartement, au 5e, il y a une chambre qui en dépend. J'y demeurerai, pas vrai ? Je me fais vieux, je suis trop loin de mes filles. Je ne vous gênerai pas, seulement je serai là. Vous me parlerez d'elle tous les soirs. Ça ne vous contrariera pas, dites. Quand vous rentrerez, que je serai dans mon lit, je vous entendrai. Je me dirai, il vient de voir ma petite Delphine. Il l'a menée au bal, elle est heureuse par lui. Si j'étais malade, ça me mettrait du baume dans le cœur de vous écouter revenir, vous remuer, aller. Il y aura tant de ma fille en vous. Je n'aurai qu'un pas à faire pour être aux Champs-Élysées, où elle passe tous les jours. Je les verrai toujours, tandis que, quelquefois, j'arrive trop tard. Et puis, elle viendra chez vous, peut-être. Je l'entendrai, je la verrai dans sa douillette du matin, trottant, allant gentiment comme une petite chatte. Elle est redevenue, depuis 1 mois, ce qu'elle était. Jeune fille, gaie, pimpante. Son âme est en convalescence. Elle vous doit le bonheur. Oh, je ferai pour vous l'impossible. Elle me disait tout à l'heure en revenant, « Papa, je suis bien heureuse. » Quand elles me disent cérémonieusement « Mon père », elle me glace. Mais quand elles m'appellent « Papa », il me semble encore les voir petites. Elles me rendent tous mes souvenirs. Je suis mieux leur père. Je crois qu'elles ne sont encore à personne. Le bonhomme s'essuya les yeux. Il pleurait. Il y a longtemps que je n'avais entendu cette phrase. Longtemps qu'elle ne m'avait donné le bras. Oh oui, voilà bien 10 ans que je n'ai marché côte à côte avec une de mes filles. Est-ce bon de se frotter à sa robe, de se mettre à son pas, de partager sa chaleur ? Enfin, j'ai mené Delphine, ce matin, partout. J'entrais avec elle dans les boutiques, et je l'ai reconduite chez elle. Oh, gardez-moi près de vous. Quelquefois vous aurez besoin de quelqu'un pour vous rendre service, je serai là. Oh, si cette grosse souche d'Alsacien m'aurait, si sa goutte avait l'esprit de remonter dans l'estomac, ma pauvre fille serait-elle heureuse ? Vous seriez mon gendre, vous seriez ostensiblement son mari. Bah, elle est si malheureuse de ne rien connaître au plaisir de ce monde que je l'absous de tout. Le bon Dieu doit être du côté des pères qui aiment bien. Elle vous aime trop, dit-il en hochant la tête après une pause. En allant, elle causait de vous avec moi. N'est-ce pas, mon père, il est bien, il a bon cœur. Parle-t-il de moi ? Bah, elle m'en a dit, depuis la rue d'Artois jusqu'au passage des panoramas, des volumes. Elle m'a enfin versé son cœur dans le mien. Pendant toute cette bonne matinée, je n'étais plus vieux.
Je ne pesais pas une once. Je lui ai dit que vous m'aviez remis le billet de 1 000 francs. Oh, la chérie, elle en a été émue aux larmes. Qu'avez-vous donc là, sur votre cheminée ? Dit enfin le père Goriot, qui se mourait d'impatience en voyant Rastignac immobile. Eugène, tout abasourdi, regardait son voisin d'un air hébété. Ce duel, annoncé par Vautrin pour le lendemain, contrastait si violemment avec la réalisation de ses plus chères espérances qu'il éprouvait toutes les sensations du cauchemar. Il se tourna vers la cheminée, y aperçut la petite boîte carrée, l'ouvrit et trouva dedans un papier qui couvrait une montre de Breguet. Sur ce papier étaient écrits ces mots : « Je veux que vous pensiez à moi à toute heure, parce que... Delphine. » Ce dernier mot faisait sans doute allusion à quelque scène qui avait eu lieu entre eux. Eugène en fut attendri. Ses armes étaient intérieurement émaillées dans l'or de la boîte. Ce bijou, si longtemps envié, la chaîne, la clé, la façon, les dessins, répondaient à tous ses vœux. Le père Goriot était radieux. Il avait sans doute promis à sa fille de lui rapporter les moindres effets de la surprise que causerait son présent à Eugène, car il était entier dans ses jeunes émotions et ne paraissait pas le moins heureux. Il aimait déjà Rastignac, et pour sa fille, et pour lui-même. « Vous irez la voir ce soir, elle vous attend. La grosse souche d'Alsacien soupe chez sa danseuse. Ah ah, il a été bien sot quand mon avoué lui a dit son fait. Ne prétend-il pas aimer ma fille à l'adoration ? Qu'il y touche, et je le tue. L'idée de savoir ma Delphine a... » Il soupira. « Me ferait commettre un crime. Mais ce ne serait pas un homicide. C'est une tête de veau sur un corps de porc. Vous me prendrez avec vous, n'est-ce pas ? Oui, mon bon père Goriot, vous savez bien que je vous aime. Je le vois, et vous n'avez pas honte de moi, vous. Laissez-moi vous embrasser. » Et il serra l'étudiant dans ses bras. « Vous la rendrez bien heureuse, promettez-le-moi. Vous irez ce soir, n'est-ce pas ? Oh oui, je dois sortir pour des affaires qu'il est impossible de remettre. Puis-je vous être bon à quelque chose ? Ma foi, oui. Pendant que j'irai chez madame de Nucingen, allez chez monsieur Taillefer le père, lui dire de me donner 1 heure dans la soirée pour lui parler d'une affaire de la dernière importance. » « Serait-ce donc vrai, jeune homme ? » dit le père Goriot en changeant de visage. « Feriez-vous la cour à sa fille, comme le disent ces imbéciles d'en bas ? Tonnerre de Dieu, vous ne savez pas ce que c'est qu'une tape à la Goriot. Et si vous nous trompiez, ce serait l'affaire d'un coup de poing. Oh, ce n'est pas possible. »« Je vous jure que je n'aime qu'une femme au monde, » dit l'étudiant. « Je ne le sais que depuis un moment. »« Ah, quel bonheur, » dit le père Goriot. « Mais, reprit l'étudiant, le fils de Taillefer se bat demain, et j'ai entendu dire qu'il serait tué. »« Qu'est-ce que cela vous fait ?» dit Goriot. « Mais il faut lui dire d'empêcher son fils de se rendre !» s'écria Eugène. En ce moment, il fut interrompu par la voix de Vautrin, qui se fit entendre sur le pas de sa porte, où il chantait « Oh Richard, oh mon roi, l'univers t'abandonne. Broum, 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 broum. J'ai longtemps parcouru le monde, et l'on m'a vu. Tralalala. »« Messieurs, cria Christophe, la soupe vous attend, et tout le monde est à table. »« Tiens, dit Vautrin, viens prendre une bouteille de mon vin de Bordeaux. »« La trouvez-vous jolie, la montre ? dit le père Goriot. Elle a bon goût, hein ? Vautrin, le père Goriot et Rastignac descendirent ensemble et se trouvèrent, par suite de leur retard, placés à côté les uns des autres à table. Eugène marqua la plus grande froideur à Vautrin pendant le dîner, quoique jamais cet homme, si aimable aux yeux de madame Vauquer, n'eût déployé autant d'esprit. Il fut pétillant de saillie et sut mettre en train tous les convives. Cette assurance, ce sang-froid, consternait Eugène. « Sur quelle herbe avez-vous donc marché aujourd'hui ?» lui dit madame Vauquer. « Vous êtes gai comme un pinson. »« Je suis toujours gai quand j'ai fait de bonnes affaires. »« Des affaires ?» dit Eugène. « Eh bien, oui. J'ai livré une partie de marchandises qui me vaudra de bons droits de commission. Mademoiselle Michonneau, dit-il en s'apercevant que la vieille fille l'examinait, ai-je dans la figure un trait qui vous déplaise ? Que vous me faites l'œil américain. Faut le dire,
Je le changerai pour vous être agréable. Poiret, nous ne nous fâcherons pas pour ça, hein, dit-il en guignant le vieil employé. Sac à papier, vous devriez poser pour un Hercule farceur, dit le jeune peintre à Vautrin. Ma foi, ça va, si mademoiselle Michonneau veut poser en Vénus du Père-Lachaise, répondit Vautrin. Et Poiret, dit Bianchon. Oh, Poiret posera en Poiret, ce sera le dieu des jardins, s'écria Vautrin. Il dérive de poire. Molle, reprit Bianchon, vous seriez alors entre la poire et le fromage. Tout ça, c'est des bêtises, dit madame Vauquier, et vous feriez mieux de nous donner de votre vin de Bordeaux, dont j'aperçois une bouteille qui montre son nez. Ça nous entretiendra en joie, outre que c'est bon à l'estomac. Messieurs, dit Vautrin, madame la présidente nous rappelle à l'ordre. Madame Couture et mademoiselle Victorine ne se formaliseront pas de vos discours badins, mais respectez l'innocence du père Goriot. Je vous propose une petite bouteillorama de vin de Bordeaux, que le nom de Laffitte rend doublement illustre, soit dit sans allusion politique. Allons, Chinois, dit-il en regardant Christophe, qui ne bougea pas. Ici, Christophe. Comment, tu n'entends pas ton nom? Chinois, amène les liquides. Voilà, monsieur, dit Christophe en lui présentant la bouteille. Après avoir rempli le verre d'Eugène et celui du père Goriot, il s'en versa lentement quelques gouttes qu'il dégusta, pendant que ses deux voisins buvaient, et tout à coup il fit une grimace. « Diable, diable, il sent le bouchon. Prends cela pour toi, Christophe, et va nous en chercher. À droite, tu sais. Nous sommes 16, descends 8 bouteilles. » « Puisque vous vous fendez, dit le peintre, je paye 100 de marron. »« Oh oh !»« Bouh !» Prrr. Chacun poussa des exclamations qui partirent comme les fusées d'une girandole. « Allons, madame Vauquier, 2 de champagne !» lui cria Vautrin. « Quien, c'est cela. Pourquoi pas demander la maison? 2 de champagne? Mais ça coûte 12 francs. Je ne les gagne pas, non. Mais si monsieur Eugène veut les payer, j'offre du cassis. »« V'là son cassis qui purge comme de la manne, » dit l'étudiant en médecine à voix basse. « Veux-tu te taire, Bianchon ?» s'écria Rastignac. « Je ne veux pas entendre parler de manne sans que le cœur… Oui, va pour le vin de champagne. Je le paye, » ajouta l'étudiant. « Sylvie, » dit madame Vauquier, « donnez les biscuits et les petits gâteaux. »« Vos petits gâteaux sont trop grands, » dit Vautrin. « Ils ont de la barbe. Mais quant aux biscuits, à bouler. » En un moment, le vin de Bordeaux circula, les convives s'animèrent, la gaieté redoubla. Ce fut des rires féroces, au milieu desquels éclatèrent quelques imitations des diverses voix d'animaux. L'employé au muséum, s'étant avisé de reproduire un cri de Paris qui avait de l'analogie avec le miaulement du chat amoureux, aussitôt 8 voix beuglèrent simultanément les phrases suivantes. « À repasser les couteaux !»« Mots ronds pour les petits oiseaux !»« Voilà le plaisir, mesdames, voilà le plaisir !»« À raccommoder la faïence !»« À la barque, à la barque !»« Battez vos femmes, vos habits !»« Vieux habits, vieux galons, vieux chapeaux à vendre !»« À la cerise, à la douce !» La palme fut à Bianchon pour l'accent nasillard avec lequel il cria « Marchand de parapluies !» En quelques instants, ce fut un tapage à casser la tête, une conversation pleine de coq à l'âne, un véritable opéra que Vautrin conduisait comme un chef d'orchestre, en surveillant Eugène et le père Goriot, qui semblaient ivres déjà. Le dos appuyé sur leur chaise, tous deux contemplaient ce désordre inaccoutumé d'un air grave, en buvant peu. Tous deux étaient préoccupés de ce qu'ils avaient à faire pendant la soirée, et néanmoins ils se sentaient incapables de se lever. Vautrin, qui suivait les changements de leur physionomie en leur lançant des regards de côté, saisit le moment où leurs yeux vacillèrent et parurent vouloir se fermer, pour se pencher à l'oreille de Rastignac et lui dire « Mon petit gars, nous ne sommes pas assez rusés pour lutter avec notre papa Vautrin, et il vous aime trop pour vous laisser faire des sottises. Quand j'ai résolu quelque chose, le bon Dieu seul est assez fort pour me barrer le passage. Ah, nous voulions aller prévenir le père Taillefer, commettre des fautes d'écoliers.
Le four est chaud, la farine est pétrie, le pain est sur la pelle. Demain, nous en ferons sauter les miettes par-dessus notre tête en y mordant, et nous empêcherions d'enfourner. Non, non, tout cuira. Si nous avons quelques petits remords, la digestion les emportera. Pendant que nous dormirons notre petit somme, le colonel comte Franchessini nous ouvrira la succession de Michel Taillefer avec la pointe de son épée. En héritant de son frère, Victorine aura 15 petits 1000 francs de rente. J'ai déjà pris des renseignements et sais que la succession de la mère monte à plus de 300 000. Eugène entendit ces paroles sans pouvoir y répondre. Il sentait sa langue collée à son palais et se trouvait en proie à une somnolence invincible. Il ne voyait déjà plus la table et les figures des convives qu'à travers un brouillard lumineux. Bientôt, le bruit s'apaisa, les pensionnaires s'en allèrent un à un. Puis, quand il ne resta plus que madame Vauquier, madame Couture, mademoiselle Victorine, Vautrin et le père Goriot, Rastignac aperçut, comme s'il eût rêvé, madame Vauquier occupée à prendre les bouteilles pour en vider les restes, de manière à en faire des bouteilles pleines. « Ah, sont-ils fous? Sont-ils jeunes ?» disait la veuve. Ce fut la dernière phrase que put comprendre Eugène. « Il n'y a que monsieur Vautrin pour faire de ces farces-là, » dit Sylvie. « Allons, voilà Christophe qui ronfle comme une toupie. »« Adieu, maman, » dit Vautrin. « Je vais au boulevard admirer monsieur Marty dans le Mont Sauvage, une grande pièce tirée du Solitaire. Si vous voulez, je vous y mène ainsi que ces dames. »« Je vous en remercie, » dit madame Couture. « Comment, ma voisine ?» s'écria madame Vauquier. « Vous refusez de voir une pièce prise dans le Solitaire, un ouvrage fait par Atala de Chateaubriand, et que nous aimions tant à lire, qui est si joli que nous pleurions comme des madeleines d'Élodie sous les tilleuls cet été dernier ? Enfin, un ouvrage moral qui peut être susceptible d'instruire votre demoiselle ?» « Il nous est défendu d'aller à la comédie, » répondit Victorine. « Allons, les voilà partis, ceux-là, » dit Vautrin en remuant d'une manière comique la tête du père Goriot et celle d'Eugène. En plaçant la tête de l'étudiant sur la chaise pour qu'il pût dormir commodément, il le baisa chaleureusement au front en chantant « Dormez, mes chers amours, pour vous je veillerai toujours. »« J'ai peur qu'il ne soit malade, » dit Victorine. « Restez là à le soigner, alors, » reprit Vautrin. « C'est, lui souffla-t-il à l'oreille, votre devoir de femme soumise. Il vous adore, ce jeune homme, et vous serez sa petite femme, je vous le prédis. Enfin, dit-il à haute voix, ils furent considérés dans tout le pays, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà comment finissent tous les romans d'amour. Allons, maman, dit-il en se tournant vers madame Vauquier, qui l'étreignit. Mettez le chapeau, la belle robe à fleurs, l'écharpe de la comtesse. Je vais vous aller chercher un fiacre soi-même. Et il partit en chantant « Soleil, soleil, divin soleil, toi qui fais mûrir les citrouilles. » « Mon Dieu, dis donc, madame Couture, cet homme-là me ferait vivre heureuse sur les toits. Allons, dit-elle en se tournant vers le vermicellier, voilà le père Goriot parti. Ce vieux cancre-là n'a jamais eu l'idée de me mener nulle part, lui. Mais il va tomber par terre, mon Dieu. C'est-y indécent à un âme d'âge de perdre la raison. Vous me direz qu'on ne perd point ce qu'on n'a pas. Et Sylvie, montez-le donc chez lui. » Sylvie prit le bonhomme par-dessous le bras, le fit marcher et le jeta tout habillé comme un paquet au travers de son lit. « Pauvre jeune homme, » disait madame Couture en écartant les cheveux d'Eugène qui lui tombaient dans les yeux. « Il est comme une jeune fille. Il ne sait pas ce que c'est qu'un excès. Ah, je peux bien dire que depuis 30 ans et 1 an que je tiens ma pension, dit madame Vauquier. Il m'est passé bien des jeunes gens par les mains, comme on dit, mais je n'en ai jamais vu d'aussi gentil, d'aussi distingué que monsieur Eugène. Est-il beau quand il dort? Prenez-lui donc la tête sur votre épaule, madame Couture. Bah, il tombe sur celle de mademoiselle Victorine. Il y a un Dieu pour les enfants. Encore un peu, il se fendait la tête sur la pomme de la chaise. À eux deux, ils feraient un bien joli couple. « Ma voisine, taisez-vous donc, s'écria madame Couture. Vous dites des choses. Bah, fit madame Vauquier, il n'entend pas.
Allons, Sylvie, viens m'habiller. Je vais mettre mon grand corset. Ah bien, votre grand corset, après avoir dîné, madame, dit Sylvie. Non, cherchez quelqu'un pour vous serrer, ce ne sera pas moi qui serai votre assassin. Vous commettriez là une imprudence à vous coûter la vie. Ça m'est égal. Il faut faire honneur à monsieur Vautrin. Vous aimez donc bien vos héritiers? Allons, Sylvie, pas de raison, dit la veuve en s'en allant. À son âge, dit la cuisinière en montrant sa maîtresse à Victorine. Madame Couture et sa pupille, sur l'épaule de laquelle dormait Eugène, restèrent seuls dans la salle à manger. Les ronflements de Christophe retentissaient dans la maison silencieuse et faisaient ressortir le paisible sommeil d'Eugène, qui dormait aussi gracieusement qu'un enfant. Heureuse de pouvoir se permettre un de ces actes de charité par lesquels s'épanchent tous les sentiments de la femme et qui lui faisaient sans crime sentir le cœur du jeune homme battant sur le sien, Victorine avait dans la physionomie quelque chose de maternellement protecteur qui la rendait fière. À travers les 1000 pensées qui s'élevaient dans son cœur, perçait un tumultueux mouvement de volupté qu'excitait l'échange d'une jeune et pure chaleur. « Pauvre chère fille !» dit madame Couture en lui pressant la main. La vieille dame admirait cette candide et souffrante figure sur laquelle était descendue l'auréole du bonheur. Victorine ressemblait à l'une de ces naïves peintures du Moyen-Âge dans lesquelles tous les accessoires sont négligés par l'artiste, qui a réservé la magie d'un pinceau calme et fier pour la figure jaune de thon, mais où le ciel semble se refléter avec ses teintes d'or. « Il n'a pourtant pas bu plus de 2 verres, maman, » dit Victorine en passant ses doigts dans la chevelure d'Eugène. « Mais si c'était un débauché, ma fille, il aurait porté le vin comme tous ses autres. Son ivresse fait son éloge. » Le bruit d'une voiture retentit dans la rue. « Maman, dit la jeune fille, voici monsieur Vautrin. Prenez donc monsieur Eugène. Je ne voudrais pas être vue ainsi par cet homme. Il a des expressions qui salissent l'âme et des regards qui gênent une femme comme si on lui enlevait sa robe. »« Non, dit madame Couture, tu te trompes. Monsieur Vautrin est un brave homme, un peu dans le genre du défunt monsieur Couture, brusque mais bon, un bourru bienfaisant. » En ce moment, Vautrin entra tout doucement et regarda le tableau formé par ses 2 enfants que la lueur de la lampe semblait caresser. « Eh bien, dit-il en se croisant les bras, voilà de ces scènes qui auraient inspiré de belles pages à ce bon Bernardin de Saint-Pierre, l'auteur de Paul et Virginie. La jeunesse est bien belle, madame Couture. Pauvre enfant, dors, dit-il en contemplant Eugène. Le bien vient quelquefois en dormant. Madame, reprit-il en s'adressant à la veuve, ce qui m'attache à ce jeune homme, ce qui m'émeut, c'est de savoir la beauté de son âme en harmonie avec celle de sa figure. Voyez, n'est-ce pas un chérubin posé sur l'épaule d'un ange? Il est digne d'être aimé, celui-là. Si j'étais femme, je voudrais mourir. Non, pas si bête, vivre pour lui. En les admirant ainsi, madame, dit-il à voix basse et se penchant à l'oreille de la veuve, je ne puis m'empêcher de penser que Dieu les a créés pour être l'un à l'autre. La Providence a des voies bien cachées. Elle sonde les reins et les cœurs, s'écria-t-il à haute voix. En vous voyant unis, mes enfants, unis par une même pureté, par tous les sentiments humains, je me dis qu'il est impossible que vous soyez jamais séparés dans l'avenir. Dieu est juste. Mais, dit-il à la jeune fille, il me semble avoir vu chez vous des lignes de prospérité. Donnez-moi votre main, mademoiselle Victorine. Je me connais en chiromancie. J'ai dit souvent la bonne aventure. Allons, n'ayez pas peur. Oh, qu'aperçois-je? Foi d'honnête homme, vous serez avant peu l'une des plus riches héritières de Paris. Vous comblerez de bonheur celui qui vous aime. Votre père vous appelle auprès de lui. Vous vous mariez avec un homme titré, jeune, beau, qui vous adore. En ce moment, les pas lourds de la coquette veuve qui descendait interrompirent les prophéties de Vautrin. Voilà maman Vauquière, belle comme un astre, ficelée comme une carotte. N'étouffons-nous pas un petit brin, lui dit-il en mettant sa main sur le haut du busc. Les avant-cœurs sont bien pressés, maman. Si nous pleurons, il y aura explosion, mais je ramasserai les débris avec un soin d'antiquaire.
Il connaît le langage de la galanterie française, celui-là, dit la veuve en se penchant à l'oreille de madame Couture. Adieu, enfants, reprit Vautrin en se tournant vers Eugène et Victorine. Je vous bénis, leur dit-il en leur imposant ses mains au-dessus de leur tête. Croyez-moi, mademoiselle, c'est quelque chose que les vœux d'un honnête homme. Ils doivent porter bonheur. Dieu les écoute. Adieu, ma chère amie, dit madame Vauquier à sa pensionnaire. Croyez-vous, ajouta-t-elle à voix basse, que monsieur Vautrin ait des intentions relatives à ma personne? Ah, ma chère mère, dit Victorine en soupirant et en regardant ses mains, quand les deux femmes furent seules. Si ce bon monsieur Vautrin disait vrai. Mais il ne faut qu'une chose pour cela, répondit la vieille dame. Seulement que ton monstre de frère tombe de cheval. Ah, maman! Mon Dieu, peut-être est-ce un péché que de souhaiter du mal à son ennemi, reprit la veuve. Eh bien, j'en ferai pénitence. En vérité, je porterai de bon cœur des fleurs sur sa tombe. Mauvais cœur. Il n'a pas le courage de parler pour sa mère, dont il garde à ton détriment l'héritage par des micmacs. Ma cousine avait une belle fortune. Pour ton malheur, il n'a jamais été question de son apport dans le contrat. Mon bonheur me serait souvent pénible à porter s'il coûtait la vie à quelqu'un, dit Victorine. Et s'il fallait, pour être heureuse, que mon frère disparût, j'aimerais mieux toujours être ici. Mon Dieu, comme dit ce bon monsieur Vautrin, qui, tu le vois, est plein de religion, reprit madame Couture. J'ai eu du plaisir à savoir qu'il n'est pas incrédule comme les autres, qui parlent de Dieu avec moins de respect que n'en a le diable. Eh bien, qui peut savoir par quelle voie il plaît à la Providence de nous conduire? Aidées par Sylvie, les deux femmes finirent par transporter Eugène dans sa chambre, le couchèrent sur son lit, et la cuisinière lui défit ses habits pour le mettre à l'aise. Avant de partir, quand sa protectrice eut le dos tourné, Victorine mit un baiser sur le front d'Eugène, avec tout le bonheur que devait lui causer ce criminel larcin. Elle regarda sa chambre, ramassa pour ainsi dire dans une seule pensée les 1000 félicités de cette journée, en fit un tableau qu'elle contempla longtemps, et s'endormit la plus heureuse créature de Paris. Le festoiement à la faveur duquel Vautrin avait fait boire à Eugène et au père Goriot du vin narcotisé décida la perte de cet homme. Bianchon, à moitié gris, oublia de questionner mademoiselle Michonneau sur Trompe-la-Mort. S'il avait prononcé ce nom, il aurait certes éveillé la prudence de Vautrin, ou, pour lui rendre son vrai nom, de Jacques Collin, l'une des célébrités du bagne. Puis le sobriquet de Vénus du père Lachaise décida mademoiselle Michonneau à livrer le forçat au moment où, confiant en la générosité de Collin, elle calculait s'il ne valait pas mieux le prévenir et le faire évader pendant la nuit. Elle venait de sortir, accompagnée de Poiret, pour aller trouver le fameux chef de la police de sûreté, petite rue Sainte-Anne, croyant encore avoir affaire à un employé supérieur nommé Gondureau. Le directeur de la police judiciaire la reçut avec grâce. Puis, après une conversation où tout fut précisé, mademoiselle Michonneau demanda la potion à l'aide de laquelle elle devait opérer la vérification de la marque. Au geste de contentement que fit le grand homme de la petite rue Sainte-Anne, en cherchant une fiole dans le tiroir de son bureau, mademoiselle Michonneau devina qu'il y avait dans cette capture quelque chose de plus important que l'arrestation d'un simple forçat. À force de se creuser la cervelle, elle soupçonna que la police espérait, d'après quelques révélations faites par les traîtres du bagne, arriver à temps pour mettre la main sur des valeurs considérables. Quand elle eut exprimé ses conjectures à ce renard, il se mit à sourire et voulut détourner les soupçons de la vieille fille. « Vous vous trompez, répondit-il. Collin est la Sorbonne la plus dangereuse qui jamais se soit trouvée du côté des voleurs. Voilà tout. Les coquins le savent bien. Il est leur drapeau, leur soutien, leur Bonaparte, enfin. Ils l'aiment tous. Ce drôle ne nous laissera jamais sa tronche en place de grève. » Mademoiselle Michonneau, ne comprenant pas, Gondureau lui expliqua les deux mots d'argot dont il s'était servi. Sorbonne et tronche sont deux énergiques expressions du langage des voleurs qui, les premiers, ont senti la nécessité de considérer la tête humaine sous deux aspects. La Sorbonne est la tête de l'homme vivant, son conseil, sa pensée. La tronche est un mot de mépris destiné à exprimer combien la tête devient peu de chose quand elle est coupée.
Colin nous joue, reprit-il. Quand nous rencontrons de ces hommes en façon de barres d'acier trempées à l'anglaise, nous avons la ressource de les tuer si, pendant leur arrestation, ils s'avisent de faire la moindre résistance. Nous comptons sur quelques voies de fait pour tuer Colin demain matin. On évite ainsi le procès, les frais de garde, la nourriture, et ça débarrasse la société. Les procédures, les assignations aux témoins, leurs indemnités, l'exécution, tout ce qui doit légalement nous défaire de ces garnements-là coûte au-delà des 1000 écus que vous aurez. Il y a économie de temps. En donnant un bon coup de baïonnette dans la panse de Trompe-la-Mort, nous empêcherons une centaine de crimes, et nous éviterons la corruption de 50 mauvais sujets qui se tiendront bien sagement aux environs de la correctionnelle. Voilà de la police bien faite. Selon les vrais philanthropes, se conduire ainsi, c'est prévenir les crimes. Mais c'est servir son pays, dit Poiret. Eh bien, répliqua le chef, vous dites des choses sensées ce soir, vous. Oui, certes, nous servons le pays. Aussi le monde est-il bien injuste à notre égard. Nous rendons à la société de bien grands services ignorés. Enfin, il est d'un homme supérieur de se mettre au-dessus des préjugés, et d'un chrétien d'adopter les malheurs que le bien entraîne après soi quand il n'est pas fait selon les idées reçues. Paris est Paris, voyez-vous. Ce mot explique ma vie. J'ai l'honneur de vous saluer, mademoiselle. Je serai avec mes gens au jardin du roi demain. Envoyez Christophe rue de Buffon, chez monsieur Gondureau, dans la maison où j'étais. Monsieur, je suis votre serviteur. S'il vous était jamais volé quelque chose, usez de moi pour vous le faire retrouver, je suis à votre service. Eh bien, dit Poiret à mademoiselle Michonneau, il se rencontre des imbéciles que ce mot de police met sans dessus-dessous. Ce monsieur est très aimable, et ce qu'il vous demande est simple comme bonjour. Le lendemain devait prendre place parmi les jours les plus extraordinaires de l'histoire de la maison Vauquier. Jusqu'alors, l'événement le plus saillant de cette vie paisible avait été l'apparition météorique de la fausse comtesse de Lambert-Ménil. Mais tout allait pâlir devant les péripéties de cette grande journée, de laquelle il serait éternellement question dans les conversations de madame Vauquier. D'abord, Goriot et Eugène de Rastignac dormirent jusqu'à 11 heures. Madame Vauquier, rentrée à minuit de la Gaîté, resta jusqu'à 10h30 au lit. Le long sommeil de Christophe, qui avait achevé le vin offert par Vautrin, causa des retards dans le service de la maison. Poiret et mademoiselle Michonneau ne se plaignirent pas de ce que le déjeuner se reculait. Quant à Victorine et à madame Couture, elles dormirent la grasse matinée. Vautrin sortit avant 8 heures et revint au moment même où le déjeuner fut servi. Personne ne réclama donc lorsque, vers 11h15, Sylvie et Christophe allèrent frapper à toutes les portes en disant que le déjeuner attendait. Pendant que Sylvie et le domestique s'absentèrent, mademoiselle Michonneau, descendant la première, versa la liqueur dans le gobelet d'argent appartenant à Vautrin et dans lequel la crème pour son café chauffait au bain-marie parmi tous les autres. La vieille fille avait compté sur cette particularité de la pension pour faire son coup. Ce ne fut pas sans quelques difficultés que les 7 pensionnaires se trouvèrent réunis. Au moment où Eugène, qui se détirait les bras, descendait le dernier de tous, un commissionnaire lui remit une lettre de madame de Nuncingen. Cette lettre était ainsi conçue. « Je n'ai ni fausse vanité, ni colère avec vous, mon ami. Je vous ai attendu jusqu'à 2 heures après minuit. Attendre un être que l'on aime. Qui a connu ce supplice ne l'impose à personne. Je vois bien que vous aimez pour la première fois. Qu'est-il donc arrivé? L'inquiétude m'a prise. Si je n'avais craint de livrer les secrets de mon cœur, je serais allé savoir ce qui vous advenait d'heureux ou de malheureux. Mais sortir à cette heure, soit à pied, soit en voiture, n'était-ce pas se perdre? J'ai senti le malheur d'être femme. Rassurez-moi, expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas venu. Après ce que vous a dit mon père. Je me fâcherai, mais je vous pardonnerai. Êtes-vous malade? Pourquoi se loger si loin? Un mot, de grâce. À bientôt, n'est-ce pas? Un mot me suffira si vous êtes occupé. Dites, j'accours ou je souffre. Mais si vous étiez mal portant, mon père serait venu me le dire. Qu'est-il donc arrivé? Oui, qu'est-il arrivé? S'écria Eugène, qui se précipita dans la salle à manger en froissant la lettre sans l'achever. Quelle heure est-il? 11h30, dit Vautrin en sucrant son café.
Le forçat évadé jeta sur Eugène le regard froidement fascinateur que certains hommes éminemment magnétiques ont le don de lancer, et qui, dit-on, calme les fous furieux dans les maisons d'aliénés. Eugène trembla de tous ses membres. Le bruit d'un fiacre se fit entendre dans la rue, et un domestique à la livrée de M. Taillefer, et que reconnut sur-le-champ madame Couture, entra précipitamment d'un air effaré. « Mademoiselle, s'écria-t-il, monsieur votre père vous demande. Un grand malheur est arrivé. Monsieur Frédéric s'est battu en duel. Il a reçu un coup d'épée dans le front. Les médecins désespèrent de le sauver. Vous aurez à peine le temps de lui dire adieu. Il n'a plus sa connaissance. » « Pauvre jeune homme, s'écria Vautrin. Comment se querelle-t-on quand on a 30 bonnes 1000 livres de rente? Décidément, la jeunesse ne sait pas se conduire. Monsieur, lui cria Eugène. Eh bien, quoi, grand enfant, dit Vautrin en achevant de boire son café tranquillement, opération que mademoiselle Michonneau suivait de l'œil avec trop d'attention pour s'émouvoir de l'événement extraordinaire qui stupéfiait tout le monde. N'y a-t-il pas des duels tous les matins à Paris? Je vais avec vous, Victorine, disait madame Couture. Et ces deux femmes s'envolèrent sans châle ni chapeau. Avant de s'en aller, Victorine, les yeux en pleurs, jeta sur Eugène un regard qui lui disait « Je ne croyais pas que notre bonheur dût me causer des larmes. »« Bah, vous êtes donc prophète, monsieur Vautrin ?» dit madame Vauquer. « Je suis tout, » dit Jacques Collin. « C'est-y singulier, » reprit madame Vauquer, en enfilant une suite de phrases insignifiantes sur cet événement. « La mort nous prend sans nous consulter. Les jeunes gens s'en vont souvent avant les vieux. Nous sommes heureuses, nous autres femmes, de n'être pas sujettes au duel. Mais nous avons d'autres maladies que n'ont pas les hommes. Nous faisons les enfants, et le mal de mer dure longtemps. Quelle quine pour Victorine! Son père est forcé de l'adopter. »« Voilà, dit Vautrin en regardant Eugène. Hier, elle était sans un sou. Ce matin, elle est riche de plusieurs millions. »« Dites donc, monsieur Eugène, s'écria madame Vauquer, vous avez mis la main au bon endroit. » À cette interpellation, le père Goriot regarda l'étudiant et lui vit à la main la lettre chiffonnée. « Vous ne l'avez pas achevée? Qu'est-ce que cela veut dire? Seriez-vous comme les autres? » lui demanda-t-il. « Madame, je n'épouserai jamais mademoiselle Victorine, » dit Eugène en s'adressant à madame Vauquer avec un sentiment d'horreur et de dégoût qui surprit les assistants. Le père Goriot saisit la main de l'étudiant et la lui serra. Il aurait voulu la baiser. « Oh oh !» fit Vautrin. « Les Italiens ont un bon mot. Col tempo. »« J'attends la réponse, » dit à Rastignac, le commissionnaire de madame de Nucingen. « Dites que j'irai. » L'homme s'en alla. Eugène était dans un violent état d'irritation qui ne lui permettait pas d'être prudent. « Que faire ?» disait-il à haute voix en se parlant à lui-même. « Point de preuve. » Vautrin se mit à sourire. En ce moment, la potion absorbée par l'estomac commençait à opérer. Néanmoins, le forçat était si robuste qu'il se leva, regarda Rastignac, lui dit d'une voix creuse « Jeune homme, le bien nous vient en dormant. » Et il tomba, roide mort. « Il y a donc une justice divine, » dit Eugène. « Eh bien, qu'est-ce qui lui prend donc à ce pauvre cher monsieur Vautrin ?»« Une apoplexie, » cria mademoiselle Michonneau. « Et Sylvie, allons, ma fille, va chercher le médecin, » dit la veuve. « Ah, monsieur Rastignac, courez donc vite chez monsieur Bianchon. Sylvie peut ne pas rencontrer notre médecin, monsieur Grimprel. » Rastignac, heureux d'avoir un prétexte de quitter cette épouvantable caverne, s'enfuit en courant. « Christophe, allons, trotte chez l'apothicaire demander quelque chose contre l'apoplexie. » Christophe sortit. « Mais, père Goriot, aidez-nous donc à le transporter là-haut, chez lui. » Vautrin fut saisi, manœuvré à travers l'escalier et mis sur son lit. « Je ne vous suis bonne à rien. Je vais voir ma fille, » dit monsieur Goriot. « Vieille égoïste, » s'écria madame Vauquer. « Va, je te souhaite de mourir comme un chien. »« Allez donc voir si vous avez de l'éther, » dit à madame Vauquer mademoiselle Michonneau qui, aidée par Poiret, avait défait les habits de Vautrin. Madame Vauquer descendit chez elle et laissa mademoiselle Michonneau maîtresse du champ de bataille. « Allons, ôtez-lui donc sa chemise et retournez-le vite. »
Soyez donc bon à quelque chose en m'évitant de voir des nudités, dit-elle à Poiret. Vous restez là, comme baba. Vautrin retourné, mademoiselle Michonneau appliqua sur l'épaule du malade une forte claque, et les 2 fatales lettres reparurent en blanc au milieu de la place rouge. « Tiens, vous avez bien lestement gagné votre gratification de 3000 francs, s'écria Poiret en tenant Vautrin debout, pendant que mademoiselle Michonneau lui remettait sa chemise. « Ouf, il est lourd, reprit-il en le couchant. Taisez-vous. S'il y avait une caisse, dit vivement la vieille fille, dont les yeux semblaient percer les murs, tant elle examinait avec avidité les moindres meubles de la chambre. Si l'on pouvait ouvrir ce secrétaire sous un prétexte quelconque, reprit-elle. Ce serait peut-être mal, répondit Poiret. Non, l'argent volé ayant été celui de tout le monde n'est plus à personne. Mais le temps nous manque, répondit-elle. J'entends la Vauquer. Voilà de l'éther, dit madame Vauquer. Par exemple, c'est aujourd'hui la journée aux aventures. Dieu, cet homme-là ne peut pas être malade, il est blanc comme un poulet. Comme un poulet, répéta Poiret. Son cœur bat régulièrement, dit la veuve en lui posant la main sur le cœur. Régulièrement, dit Poiret étonné. Il est très bien. Vous trouvez demanda Poiret. Dame, il a l'air de dormir. Sylvie est allée chercher un médecin. Dites donc, mademoiselle Michonneau, il renifle à l'éther. Bah, c'est un spasme. Son pouls est bon. Il est fort comme un Turc. Voyez donc, mademoiselle, quelle palatine il a sur l'estomac. Il vivra 100 ans, cet homme-là. Sa perruque tient bien tout de même. Tiens, elle est collée. Il a de faux cheveux, rapport à ceux qu'il est rouge. On dit qu'ils sont tout bons ou tout mauvais, les rouges. Il serait donc bon, lui? Bon à pendre, dit Poiret. Vous voulez dire au cou d'une jolie femme, s'écria vivement mademoiselle Michonneau. Allez-vous-en donc, monsieur Poiret. Ça nous regarde, nous autres, de vous soigner quand vous êtes malade. D'ailleurs, pour ce à quoi vous êtes bon, vous pouvez bien vous promener, ajouta-t-elle. Madame Vauquer et moi, nous garderons bien ce cher monsieur Vautrin. Poiret s'en alla doucement et sans murmurer, comme un chien à qui son maître donne un coup de pied. Rastignac était sorti pour marcher, pour prendre l'air. Il étouffait. Ce crime commis à heure fixe, il avait voulu l'empêcher la veille. Qu'était-il donc arrivé? Que devait-il faire? Il tremblait d'en être le complice. Le sang-froid de Vautrin l'épouvantait encore. Si cependant Vautrin mourait sans parler, se disait Rastignac. Merci pour votre écoute. Suite au prochain épisode. À bientôt.